On va commencer par se présenter mutuellement. Donc, je vous présente Claire Shorter, architecte urbaniste. On s'est rencontrés dans le cadre du groupe de travail sur la forme urbaine j'ai beaucoup apprécié son travail sur certains projets comme l'île de Nantes ou comme d'autres projets à Rennes ou à Lille dont on pourra vous parler dans le courant de cette présentation. Et donc je vous présente Laurent Escobar. Donc quand j'ai demandé à Laurent qu'est-ce que je mets sur la diapo pour te présenter, donc la diapo qui est... Ça marche, voilà. Non, qui est pas là, qui est là. Il m'a dit adéquation. J'ai dit adéquation, mais qu'est-ce que tu fais? Donc il m'a dit donc il a essayé de m'expliquer ce qu'il faisait. Donc j'ai compris qu'il faisait des chiffres, des études de marché. Donc Laurent Escobar, consultant en programmation immobilière. Voilà ce qu'on a trouvé. Ouais, c'est pas mal. Tu me présentes le sujet avant que je commence? Alors le sujet, la forme urbaine est-elle déterminée par les conditions de sa réalisation? Donc sujet du bac en ce moment. Alors moi je propose de le lire autrement. Faire la ville pas chiante, puisque c'est un terme beaucoup utilisé, dans les conditions économiques actuelles, est-ce possible? Et moi je reprendrai une formule qui nous a été donnée en miroir de la ville pas chiante. Finalement, fabriquer la ville, c'est pour les habitants et ça nous oblige. Et pour moi, c'est le principe même de ce que doit être une programmation. Donc pour parler de ça, il faut se rappeler le prix de ce que l'on fabrique en logement neuf dans nos métropoles. Le prix moyen du logement neuf en collectif en France, c'est 4 100 € du mètre carré habitable, hors parking. Quand je rajoute les parkings, c'est 4 400 € du mètre carré. Le budget moyen d'un ménage, le budget médian, excusez-moi, d'un ménage, dans ces métropoles, dans ces mêmes métropoles, et c'est très homogène, peut-être en dehors de Paris et de Nice, partout ailleurs, c'est à peu près les mêmes prix, c'est 250 000 €. Ce qui veut dire qu'avec 4 400 €, je peux me payer 57 mètres carrés. Et quand je suis dans une commune qui est 1 000 € moins chère, vous voyez qu'il y a certaines métropoles qui sont moins chères, notamment les métropoles de l'Ouest ou du Nord, Lille, métropole, Rennes métropole en particulier, Toulouse où nous sommes, pour d'autres raisons. Donc c'est souvent lié à des politiques foncières importantes, c'est lié aussi à des politiques de l'habitat où on met beaucoup d'efforts et donc on aide notamment soit les charges foncières, soit les prix pour organiser des décotes. Enfin, il y a plein de dispositifs. Ce qui fait qu'on arrive en fait à proposer en moyenne des logements 1 000 € moins chers. 1 000 € moins chers, c'est 12 mètres carrés en plus, c'est la pièce en plus. Donc pour le même budget, on a 70 mètres carrés. Et dans les villes où, entre guillemets, on a une tension plus forte sur le foncier, on sort de manière plus élevée, quand on est à plus de 5 000 €, c'est l'inverse. On a une pièce en moins et on a environ 47, en fonction des agglomérations, en moyenne, vous vous rendez compte, hein, c'est 45 à 47 mètres carrés. Évidemment, dans les trois cas de figure, ça correspond assez mal aux besoins des ménages qu'on a à loger. Donc, qui sont-ils ces ménages? Regardez-les, vous les reconnaîtrez. Les ménages dont je parle, c'est ceux qui adressent le logement neuf de manière prioritaire. C'est-à-dire, ils vont composer 90 à 95% de la clientèle de la promotion immobilière ou de l'accession sociale. Ou quand on est sur le locatif, on va aussi les retrouver dans le locatif intermédiaire, par exemple, ou dans le PLS. 70% des clients, c'est des jeunes des cohabitants, célibataires, primo-accédants, revenus inférieurs à 1 300 €, budget d'acquisition, on va dire à peine 100 000 €. S'ils doivent acheter, dans 85% des cas, ils cherchent plutôt une solution locative pour commencer. Les nouveaux ménages, les jeunes familles, quand on les regroupe, vous voyez, ça va du T2 au petit T3, évolutif T4 éventuellement. Vous voyez que c'est un énorme besoin, c'est plus de la moitié, c'est 55-60% de la demande, avec, on va dire, la moitié en locatif, la moitié en accession. Là, on est en dessous de la médiane. Hein, la médiane, elle est à 2500.
En fait, là, les ménages gagnent moins de 2 000 euros, donc ça veut dire que les budgets sont capés à 170 000. Donc vous voyez, à 170 000, y compris dans les agglos les moins chers, on n'a pas un T3, hein. On a un petit T2. Et ensuite, on trouve les ménages plus classiques. Ceux, entre guillemets, dont on parle politiquement le plus souvent, c'est-à-dire les ménages familiaux constitués. Les ménages familiaux constitués, quand on regarde les gens qu'on adresse in fine dans les programmes neufs, y compris en ZAC, les ménages constitués, c'est à peine 20% du peuplement. Et les seniors, c'est à peine 15%. Maximum 15%, sauf cas très particuliers. Vous voyez, donc en fait, pour qui faisons-nous? Il faut toujours poser la question de savoir pour qui on fait les projets. On fait les projets à 70% pour des personnes qui ont 1,6, la composition familiale, c'est 1,6 personnes par logement. C'est 0 voiture ou une voiture. On réfléchit, dans 70% des cas. Donc combien on met de voitures dans l'opération? 1,6, ça veut dire que c'est, dans 2 cas sur 3, c'est des familles où il y a un seul adulte. Il y a un enfant ou il n'y a pas d'enfant. Une fois sur 2, il y a un enfant, une fois sur 2, il n'y en a pas, et puis s'il y en a, ils sont petits. Sauf quand on est en ménage de recomposition. Donc en fait, finalement, l'essentiel des produits adresse ce que moi j'appelle des familles en devenir. Des ménages donc, qui se composent ou qui se recomposent dans 70% des cas. Ça interroge la taille des logements, ça interroge l'évolutivité des logements et ça interroge évidemment la charge mensuelle qui est affectée au logement. Ça interroge les statuts d'occupation. Est-ce qu'on veut favoriser une clientèle de propriétaires de manière absolue? Ou est-ce que, en fait, ce qui est important, c'est que les gens habitent à côté de leur lieu d'aménité professionnelle, culturelle, récréative, avec un budget adapté à leur personnalité. C'est en cela que cela nous oblige. Aujourd'hui, moi, quand je vois une définition de programmation, enfin, y compris dans les intentions politiques qui sont données sur certains projets, je ne reconnais pas la clientèle principale qu'il faudrait adresser. Et je pense que c'est une discussion initiale sur laquelle il faut parler largement dès le début pour ne pas se tromper de cible. Et se dire où est la majorité des gens qu'on cherche à loger et où sont, entre guillemets, les clientèles spécifiques qu'on veut adresser de manière supplémentaire. Et donc, pour moi, quand on réfléchit à une programmation, donc je ne suis absolument pas urbaniste, je n'ai aucune culture sur le sujet, à part celle que j'apprends à vos côtés. Donc pour moi, c'est discuter dès l'amont des objectifs de programmation avec la chaîne d'acteurs. Ce n'est pas dans un entre-soi, aménageur, collectivité, mais c'est dès l'amont, il faut discuter avec les opérateurs, avec les bailleurs, les financeurs, les banquiers, quand on a besoin de montage financier un peu spécifique, les entreprises qui doivent loger des ménages actifs chez eux et qui sont confrontés à cette problématique, des habitants évidemment, et plus, entre guillemets, on irrigue notre pensée à ce niveau-là, plus finalement la programmation du projet sera relativement naturelle. Finalement, la programmation d'un projet, ça n'a rien d'une arithmétique. C'est quelque chose qui est sensible et descriptif. C'est comme dirait quelqu'un, c'est qui les gens. On s'adresse aux gens. Voilà, donc c'est évidemment à partir du moment où je mets un petit peu d'arithmétique dans le sujet, immédiatement aider l'amont, se dire qu'il faut... Voilà, ça va être trop cher. Donc le premier réflexe, ça va être trop cher, donc on ne fait pas. Ça va être trop cher, donc on déshabille. Ça va être trop cher, donc on va faire un autre projet. Non, ça va être trop cher, on assume le fait, on est, comment on dit, on n'est pas modeste, hein, on est humble. On est humble. Donc, ça va être trop cher, oui. Mais donc, c'est pas supportable pour les gens que je veux adresser. Donc, il va falloir, en corollaire, que je mette un montage financier, foncier complexe, qui va permettre de faire diminuer, non pas le prix ou le coût, mais la charge. C'est tout à fait autre chose. Ça, c'est le rôle de la programmation.
créer les conditions de développement de la valeur d'usage, ça aussi c'est très important. C'est-à-dire que les gens ils n'ont pas besoin que d'une surface et d'un prix. Aujourd'hui, ils veulent de la ville, ils veulent de la consommer, et ils veulent y participer. Donc c'est aussi des éléments de programmation, parce qu'à partir du moment où on met de la valeur d'usage dans un projet, ben, il faut l'assumer financièrement et durablement. Ce n'est pas un coût initial, c'est un coût pendant 15 ans, pendant 20 ans ou 25 ans. Quand vous ne serez plus là, promoteur, bailleur, aménageur, qui paye? La collectivité? Les propriétaires? Il va falloir trouver autre chose. Évidemment, mixer les formes urbaines, mais ça on en parlera avec l'air. Les possibilités de mutualisation, on en parlera avec l'air. Le morcellement des îlots, nous en parlerons avec l'air. Et donc, moi, je parle surtout de ces démarches de collaboration de projet aussi qui me tiennent vraiment à cœur, c'est-à-dire que on concerte dès l'amont, mais au passage à l'opération, il faut continuer d'être ensemble pour apporter les solutions. Je connais bien les opérateurs, promoteurs et bailleurs. Ils sont, comme vous, pour la très grande majorité, absolument socialement responsables. Hein, et donc, ils peuvent partager vos objectifs et réfléchir à des solutions. Et souvent, ils ont les clés de ces solutions-là. Et donc, imaginer trop à l'avance des solutions à leur place, qu'ils devront assumer eux-mêmes, c'est probablement nécessaire, mais c'est quand même beaucoup plus simple de les construire ensemble. Voilà. Merci Laurent. Donc, apparemment, les conditions économiques de réalisation de la forme urbaine, enfin en tout cas de la ville, impactent la forme urbaine. Moi, je me suis en introduction posé la question des déterminants de la forme urbaine dans l'histoire, juste pour balayer très rapidement et pour sortir un peu des chiffres. La première chose dans l'histoire qui a impacté les formes urbaines et conditionné les formes urbaines, c'est évidemment la géographie, le climat. Aujourd'hui, avec les questions environnementales, c'est plus fort que jamais. Donc il faut peut-être se reposer aussi cette question d'un déterminant fort à travers cette question géographique et climatique. Là, en Indonésie, autour d'un cours d'eau, donc on voit une forme urbaine incroyable qui longe le cours d'eau et qui habite finalement les rizières inondées et irriguées par ce cours d'eau. Dans l'histoire, il y a aussi le commerce. Donc au Moyen-Âge, les bastides, avec les grandes voies commerciales qui irriguaient le territoire et qui regroupaient en certains points des lieux, des foires. Donc ici, la bastide de Réalmont dans le Tarn. Il y a évidemment la défense militaire. Donc on voit que les situations historiques, politiques, économiques ont fortement pesé sur la forme urbaine, probablement économique aussi à l'époque. L'industrie avec les cités minières, ça c'est plus proche de nous. Les cités-jardins, donc là on est plutôt sur les questions hygiénistes au début du XXe siècle, avec ce rapport plein-vide dilaté pour pouvoir à la fois habiter et profiter du bon air et d'une culture en bas de chez soi. Le chemin de grue. Donc l'industrialisation du logement, effectivement, là aussi impacté. Là, on se rapproche des questions économiques, mais à l'extrême, avec cette notion d'étage courant qui est née à cette époque-là. Petite anecdote d'ailleurs, Claire, là-dessus. Étage courant, c'est un nom propre, c'est pas un nom commun. Donc Courant, c'est Pierre Courant, ministre de la Reconstruction donc, dans le milieu des années 50, et donc qui a établi un plan d'étage qui porte son nom, c'est comme la loi Pinel, donc il y a le plan d'étage courant, qui est donc le modèle répliqué à l'infini pour construire un grand ensemble. Alors c'est un truc incroyable, on le fait plus aujourd'hui, donc vous avez une manière d'investir le plan d'étage très organisée, avec des typologies de logements parfaitement définies, toujours les mêmes, et évidemment ça plombe, donc d'un étage sur l'autre, voilà, et donc évidemment c'est des règles qui ne sont plus en vigueur aujourd'hui, vous le savez bien. La voiture. La voiture qui, dans notre petite histoire de la ville, pèse une centaine d'années et qui pourtant aujourd'hui est encore très marquante dans la fabrique de nos villes. Donc est-ce qu'il ne faut pas sortir de ce modèle où finalement c'est la route, c'est la largeur de la route qui dessine la ville. Alors je vous ai
mis ici un cas extrême avec les lotissements aux États-Unis. Alors là, j'ai mis le maire et l'urbaniste, parce que j'aime bien cette photo, où on voit Georges Frêche et Ricardo Bofill qui travaillent sur Antigone. On parlait de la ville pas chiante et de la question de l'utopie, et là, c'est l'utopie incarnée dans la forme urbaine directement. Donc c'est aussi un facteur déterminant de la forme urbaine, la commande politique. L'utopie sociale, d'autres utopies, ici avec Lucien Kroll et la maison des étudiants en médecine à Louvain-la-Neuve. Petite anecdote que vous connaissez sans doute. Donc, la ville de Louvain a expulsé les étudiants francophones de l'université de médecine, donc d'où la création de Louvain-la-Neuve, avec un projet à l'époque urbain fait de manière plutôt moderniste. Les étudiants se sont rebellés et ont choisi eux-mêmes de faire travailler Lucien Kroll sur le projet. Donc on voit aussi que dans les situations, il y a évidemment le poids politique, mais il y a le poids social, citoyen, et c'est vrai que c'est des questions aujourd'hui de plus en plus présentes, nous, dans nos projets. Les choses évoluent au quotidien parce qu'on a des pétitions sur Internet qui demandent plus de parcs, plus de verdure. Donc pour résumer, ce qui détermine la forme urbaine pour nous, urbanistes, ce qu'on prend comme critère et ce qu'on nous donne comme critère à la base, ce sont évidemment le site, géographie, climat, histoire, singularité, dont on a parlé hier, une situation économique, politique, sociale, citoyenne, encore plus aujourd'hui, environnementale. On l'a vu et on le voit aujourd'hui, c'est une question centrale dans la fabrique des villes. Le programme, on nous donne des chiffres quand même, on nous donne des mètres carrés d'habitat, d'activité, d'espace public. C'est notre tambouille, c'est ce qui fabrique les pleins et les vides. Alors, est-ce que les conditions de réalisation, c'est quoi les conditions de réalisation? C'est les coûts de construction, ce sont les coûts de commercialisation, c'est la rapidité de la fabrique de la ville. On parlait de la ville pas chiante et de l'aménagement de la ville de l'île de Nantes, notamment avec ce marché très important et ce besoin de logement qui implique une rapidité de conception. Et puis l'ingénierie publique ou privée, ZAC, pas ZAC, macro-lot, micro-lot, est-ce que tout ça a un impact sur la forme urbaine? On peut rajouter aujourd'hui les conditions de gestion. C'est vrai qu'on en parle de plus en plus. Les villes ont moins de moyens. Donc on nous dit de plus en plus, attention, pas trop d'espace public. Vos espaces publics doivent être simples, faciles à gérer. Donc on travaille énormément en amont avec les services des villes. Et puis, j'ai très envie de rajouter la qualité de vie en ville. Parce que, évidemment, c'est ce qui nous oblige. Il faut que les gens puissent habiter, mais il faut que les gens puissent bien habiter et avoir envie d'habiter. Et le temps, hier on a parlé de la ville pas chiante. Pour moi, là, un élément fondamental de la ville pas chiante que l'on observe, c'est le fait qu'elle soit sédimentée, fragmentée, sédimentée dans le temps. Donc nous, urbanistes, faire la ville pas chiante, c'est d'abord la rendre résiliente, la rendre transformable. Et surtout, puisqu'on la dessine, malgré tout, et surtout s'en aller, une fois qu'on l'a faite, pour laisser la ville se faire et se transformer. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, la question du parking, donc de la voiture, est un déterminant très fort de la forme urbaine, qui fossilise complètement la plupart du temps les sols, puisqu'on construit des îlots, des logements sur un socle de parking, et la mitoyenneté donc disparaît, puisqu'en fait ça devient une unité foncière, une unité de construction, et on a du mal à imaginer que demain, alors qu'en fait c'est l'histoire millénaire de la ville, on a du mal à imaginer que demain, sur ces parkings, la ville puisse se transformer. Alors ça me fait un tout petit peu réagir, positivement évidemment. La première chose, je vous fais part d'expérience quand est-ce qu'on fait intervenir adéquation, pour réfléchir avec nous, ou des gens qui nous ressemblent. Je ne fais pas une fixette sur notre société, mais plutôt sur notre métier. À peine une fois sur 10 en amont du projet, 9 fois sur 10 plutôt en aval, au moment où on va passer à l'allotement et à la discussion, à la mise en commercialisation des droits à construire. Donc en fait, on arrive sur le programme un peu détaillé, voilà, à ce moment-là. Je trouve ça bien dommage, et donc je pense, moi, personnellement, que du coup, la commande qui est passée à l'urbaniste sur le coût de construction, ou les coûts de construction, est peut-être un peu
un peu sommaire et pas suffisamment. Enfin, voilà, on donne quelque chose qui est tellement restreint, voilà, que, à mon avis, soit ça n'influe absolument pas, soit ça influe dans le mauvais sens. C'est-à-dire, on se met une contrainte énorme, alors qu'il y a des nuances qu'on pourra apporter qui seraient intéressantes. Et évidemment, c'est pas à l'urbaniste de faire le lien entre le prix et le coût de construction. Je pense qu'il faut qu'on lui délivre directement un prix, un coût de construction, et par contre que immédiatement on arrive à traduire en peuplement à ce moment-là le coût de ce qu'on réalise, donc va générer quel prix de sortie. Il faut tout de suite y penser pour les raisons que j'évoquais tout à l'heure. Et la deuxième chose, moi, sur laquelle je réagis, c'est effectivement cette histoire de stationnement. Donc, quand on a la chance d'être associé un petit peu en amont et qu'on assiste au débat, parce qu'on n'est pas seul, franchement, je vous promets que sur 2h30 de rendez-vous, il y a 1h30 où on parle du stationnement. C'est-à-dire, moi, vu de l'extérieur, j'ai l'impression que le projet est fait en fonction des parkings, du nombre de places qu'on a réalisé. Donc, le nombre de places qu'on a réalisé détermine le nombre de logements qu'on fait. Donc, on ne peut pas faire le nombre de logements qu'on veut, hein, puisque ça dépend du nombre de places et de la manière dont on va les gérer. Et on parle de ça, on parle de ça, on parle de ça. Une fois qu'on a parlé de ça, on s'intéresse éventuellement au programme, et in fine, si on a le temps, on parle des habitants. J'ai l'impression que, moi, j'aimerais que ça se passe, vous voyez, un peu dans l'autre sens. Un peu dans l'autre sens. Et donc, donc, troisième effet d'expérience, après, vous me direz, hein, peut-être que j'ai eu des mauvaises expériences. Hein, donc, après, le temps, oui. Alors, on va dire le temps. Moi, j'y suis très sensible quand on fait une programmation. J'explique toujours que on fait un programme, et on a trop l'habitude de faire un programme pour la réponse à la demande immédiate, les premiers occupants. 30% logements sociaux, 30% nana, du logement en accession abordable, du locatif intermédiaire, etc. Mais tout ça, ça va tenir à peu près dans ces équilibres pendant 6 ou 7 ans, une fois qu'on aura livré. À partir de 6 ou 7 ans, il y aura déjà 15 ou 20% des choses qui auront changé. Dans 10 ans, plus de la moitié. Dans 15 ans, 75 à 80% des statuts d'occupation dans le projet auront changé. Les familles auront changé. On avait des jeunes, on a des familles constituées. Donc évidemment, un programme doit résister au temps. Et il doit, entre guillemets, être porteur d'une évolutivité. Le programme du début n'est pas le programme, je veux dire, de la fin. Non, en fait, de la fin d'une génération. C'est-à-dire, qu'est-ce qui va se passer dans 15 ans quand les investisseurs privés vont revendre les logements qu'ils ont achetés aux promoteurs? Ça va redevenir des logements en accession dans 75 ou 80% des cas. Il faut y penser. Et ce sujet, qu'est-ce que va devenir le locatif intermédiaire quand Inly ou CDC Habitat seront arrivés au bout de leur mandat et qui remettront ces immeubles sur le marché libre? Vous voyez, donc tout ça, en fait, il faut l'imaginer. Et donc, être trop attentif et porter trop d'attention à l'instant du début, je pense que c'est préjudiciable pour le projet à long terme, et que donc à la fois le programme et certainement la forme urbaine doit évoluer dans le temps. Juste une toute petite image qui me tient à cœur sur cette question de qualité de vie en ville. On travaille avec l'agence GEL, une agence d'architectes, d'urbanistes, paysagistes danois. Jan Gehl rappelle aussi qu'on est avant tout des animaux humains. C'est-à-dire qu'on analyse les espaces qui nous entourent à partir de nos sens, notre ouïe, notre odorat, nos angles de vision, notre vitesse de marche, 5 km/h. Et donc, il est important que nous, les architectes, urbanistes, on ait une connaissance assez fine du fonctionnement de ces dimensions du corps humain. Par exemple, notre champ visuel ne capte principalement que le rez-de-chaussée et le premier étage. Donc, par rapport aux questions de coûts et de répartition des coûts, c'est là qu'il faut mettre un soin particulier dans les détails, probablement plus que des faux volets ou des fausses persiennes dans les derniers niveaux.
Et puis, évidemment, trouver les bonnes distances entre les gens. Moi, j'aime bien cette notion d'espacement juste. On va en reparler sur l'île de Nantes. Donc tout ça pour rebondir aussi sur la question de la forme urbaine et de la ville pas chiante. Mais on trouve des solutions économiques en observant aussi le fonctionnement de l'humain dans la ville. Je vais vous présenter rapidement 2 projets sur lesquels on a travaillé pour cette présentation avec Laurent, qui l'a fait réagir. Donc, un projet à Rennes, un site qui s'appelle Plaisance, un site magnifique. Donc là, le déterminant principal du projet, donc quand on est arrivé sur le site, c'est évidemment la géographie. On est dans un méandre de l'île, face aux prairies Saint-Martin, donc une situation géographique incroyable. On le voit à l'échelle de Rennes ici, proche du centre-ville, à 20 minutes à pied. Donc c'est ça qui nous a évidemment obligés au tout début. Voilà, un site campagnard, bucolique. Comment on habite là-dedans? Comment on construit là-dedans? Ça, c'est pour nous un déterminant fort de la forme urbaine. Et comment on voisine avec un urbanisme un petit peu périurbain, morcelé, désuet parfois. Et puis alors la situation politique, la commande politique, c'est Rennes 2030, c'est Rennes verte et bleue, une seconde nature. Donc j'ai mis un extrait du programme Rennes 2030 ici. C'est retrouver les bords de l'eau, parce qu'en fait Rennes s'est construit dans son âge contemporain avec énormément de voies routières le long des cours d'eau, voire complètement disparu sous la ville, avec des parkings construits par-dessus, sur la Vilaine. Alors tout ça, c'est bien joli, mais construire au bord de l'eau et construire dans la nature, c'est une vraie question. Comment on construit à côté de la nature et comment on fait en sorte que ces constructions s'intègrent et permettent aussi, les habitants profitent complètement de cette seconde nature. Alors on nous donne un programme, là, 1 hectare 3, 200 logements, donc une densité malgré tout forte de 10 000 m² à l'hectare, proche d'une densité métropolitaine. Une ventilation, alors ça, moi j'y suis un petit peu sensible, et on l'a mis là en particulier pour la présentation, parce qu'en fait c'est les curseurs de l'équation économique de l'aménageur, ici du promoteur, 30% de social, 30% d'intermédiaires, dont un tiers de BRS, et 40% de libre. Alors la petite anecdote sur ce projet, c'est que c'est un macro-lot. Donc la ville de Rennes a lancé un concours dans le cadre d'une ZAC communale, lancé un concours de la pièce urbaine entière en associant une consultation d'opérateurs qu'elle a fait d'un côté, une consultation d'architectes, et elle a marié elle-même 3 groupements d'architectes. On a été mariés d'office avec des opérateurs. C'était un peu la spécificité de la commande. Mais donc on est sur une ingénierie de macro-lot. Alors tu voulais dire un mot sur le BRS et sur les équilibres? Oui, sur les équilibres. En fait, dans cette opération, que tu détailleras un tout petit peu après, on arrive à un coût important. On est dans le cas d'une opération qui, pour la qualité que ce qu'on veut développer, elle va coûter cher. Hein, donc, on va être, on va dire 150 à 200 € de plus par rapport aux standards sur lesquels les promoteurs ont l'habitude de fabriquer du produit à Rennes pour atteindre les prix qu'on a vu tout à l'heure, qui est autour de 3 600. Donc là, on sera plutôt autour de 4 000 sur le marché du libre. Donc évidemment, c'est pas... On est dans le cas où, entre guillemets, là on commence à être en risque par rapport au peuplement souhaité. Et donc d'où l'idée d'avoir une partie de l'offre en BRS. Donc quand on prend le profil des ménages des métropoles, et donc à Rennes à quelques dizaines d'euros près sur le revenu des ménages, on est là-dessus, vous voyez que on a 2500 € de revenus médians, avec 25% d'apport. Vous voyez, on multiplie quasiment par 10. Le budget maximum des ménages, c'est 250 000. 255, là, aux conditions de taux d'intérêt très bas que nous avons actuellement. Et pour les primo-accédants, vous voyez que c'est tout ça, c'est entre le 2e et le 4e décile. Donc c'est vraiment le début de la classe moyenne, la fin de la classe modeste. On est entre 110 et 170. Et donc, dans ces prix-là, il faut faire tenir toute l'offre du T2 au T4. Donc, évidemment, si on le fait à 4 000 €,
on ne fait pas tenir toute l'offre. On peut en développer certains sur place. Il faut du logement libre qui défend 4 000 euros, parking inclus, mais il faut tout de suite qu'on aille chercher le dispositif BRS. Alors là, je n'ai pas fait tourner sur 4 000 euros, hein, c'est un slide que je présente habituellement, mais vous voyez que quand on fait un dispositif BRS, on neutralise le coût du foncier, on rajoute une redevance qui vient un peu pénaliser la charge mensuelle du ménage, dans ce qui fait que vous voyez que son budget est altéré, mais pas de beaucoup, de 4 ou 5 000 euros. Ils ont des budgets, par exemple, 3e décile, entre 145 et 174 quand ils payent tout en libre. Et s'il y a la redevance qui vient un petit peu altérer, le budget passe à 139 ou 165. Mais comme au lieu de vendre à 3003, on peut vendre à 2006, au lieu d'avoir un T2 bis, on a un T3 bis. On gagne une pièce. Et donc, ce qui veut dire que là, donc, de toute manière, le BRS, peut-être dans ce projet à Rennes, je n'ai pas vérifié très précisément, à Rennes, je sais qu'ils ont des politiques tellement agressive sur les prix que, est très aidé, qui fait qu'on peut encore être en dessous. On est en TVA réduite, évidemment, on a neutralisé le prix du terrain. Donc du coup, quand on est sur le 4e decile, on a un logement familial à moins de 200 000 euros. Ce qui est absolument impossible à 4 000 euros, évidemment, en logement neuf. À 4 000 euros, hein, à 200 000, vous avez 50 mètres carrés. Et donc là, 4 pieds de bis, donc vous avez... plus de 80, vous avez quasiment 90 mètres carrés. Donc voilà l'impact, la charge. Donc, et autre avantage évidemment, c'est que c'est une propriété tout au long. Enfin, on est sur un logement durable, abordable tout au long de la vie. Hein, c'est-à-dire, le prochain propriétaire achètera au même prix. Laurent, il faut qu'on avance. On avance. Quelques slides à montrer. Vas-y. Donc évidemment, nous, tout ça, on ne le sait pas quand on fait la forme urbaine. Hein. Mais c'est intéressant de savoir que tout le monde pourra habiter dans cette pépite à Plaisance, qu'on a dessinée, donc c'est un macrolot, qu'on a dessiné malgré tout comme une pièce urbaine, une véritable pièce urbaine, avec plusieurs thèmes. Donc s'installer en douceur dans le méandre, c'est-à-dire rester à l'échelle des arbres. Donc on a opté pour un urbanisme très morcelé, avec de l'habitat intermédiaire, donc des maisons superposées et des petits collectifs, des logements qui sont très rapprochés les uns des autres, mais tous traversants. Donc la condition du rapprochement et de cet effet de nappe, c'est le logement traversant, puisque tous les logements ont donc une vue vers le voisin et une vue vers la nature, ou les jardins et les places qu'on a installés dans le projet. Et puis cette idée de vivre presque à la campagne, c'est-à-dire pour tout le monde avoir, du fait d'une emprise au sol forte, on aurait pu faire une seule tour qui libère au maximum, mais là on a fait l'inverse. C'est les prairies Saint-Martin en face qui dominent, donc nous on se cache dans les arbres, on est resté très bas, et du coup ça permet aussi à un maximum de logements d'avoir des jardins ou des terrasses. Donc vous voyez en plan ce que ça donne. Donc là pour le coup je ne pense pas que les conditions économiques ont été un déterminant de la forme urbaine, puisqu'en fait, pour gagner le concours, il fallait montrer à la ville de Rennes qu'on savait s'installer en douceur dans ce nouveau méandre. Néanmoins, on a réfléchi un tout petit peu à la manière d'être, malgré cette forme très morcelée, d'être plus économe. Donc on a installé le parking sur une partie des logements seulement, donc le long de la rue qui se situe à l'ouest du site. Donc une partie des logements construits sur parking, une partie des logements qui ne le sont pas. On a travaillé sur ce qu'on a appelé un assemblage complexe de typologies simples, c'est-à-dire qu'on est 4 architectes sur l'opération. Nous, on a fait le projet urbain. Et donc, on a dessiné 5 typologies qui sont différentes manières d'habiter le logement collectif en plan libre, de plein pied, avec une terrasse, avec des paliers partagés et évolutifs, on y reviendra par rapport à ce que disait Laurent, et en petits collectifs. Donc on les voit dispersés là sur le plan. Donc notre proposition, ça a été d'optimiser, on va dire, en conception, en 5 typologies les projets architecturaux, et ensuite de les adapter dans un plan complexe qui complexifie. Mais finalement, on va retrouver le même bâtiment plusieurs fois dans le projet. Donc vous voyez ici des typologies, des exemples de typologies qu'on a développées, avec la particularité d'avoir un maximum de logements traversants, des trames de béton très simples et lisibles, avec des portées
hyper standard de 6 mètres à 6 mètres 50. Ici, on voit le palier un palier à l'air libre, donc non chauffé, entre deux colonnes de logement. Ce palier peut être transformé demain et être construit. Donc il y a aussi une forme d'évolutivité qu'on a souhaité dans ce projet, par le fait qu'on propose des interstices qui, demain, permettent à la ville, sans nous, de se compléter. La particularité aussi, c'est qu'on a donc 2 voiles béton qui font la structure du bâtiment, et le remplissage dans l'autre sens, c'est de la structure bois, donc complètement évolutif. Et on sait que demain, cette façade, quand on aura disparu, et quand on aura arrêté de dire il faut faire ça et pas ça, eh bien, elle évoluera dans le temps. Donc ça donne voilà d'autres exemples. Ça donne un plan assez rationnel. Là, c'est les typologies de logements appliquées entre les trames de béton. Et voilà, tu voulais dire un mot, Laurent, je crois, sur le logement intermédiaire. Il faut faire vite, il nous reste 10 minutes. Oui, bien sûr. C'est-à-dire que ici, le promoteur, en fait, a validé avec vous un coût de construction moyen sur l'ensemble de l'opération. Alors, on avait un coût de construction d'objectif donné à 1500 €, 1530 € du mètre carré. Quand on a fait le concours avec les promoteurs, on leur a dit, mais parce qu'on n'a pas menti, hein, on a travaillé avec eux sur la forme urbaine. Et quand ils nous ont annoncé le coût de construction, on a dit ça ne marchera pas. 1530, ça ne marche pas. Ils ont quand même souhaité qu'on développe le projet avec 1530. On a fait un APS, un APD, un chiffrage, un deuxième APD où on a déshabillé le projet, un chiffrage présenté à la ville. La ville a dit je ne retrouve pas le concours, on recommence. Troisième APD où on a réhabillé le projet. Et donc on est à 1650 € du mètre carré SDP moyen, Chab moyen. Avec parking. Voilà, et donc ce qui veut, ouais, en sachant que le parking est mutualisé, en fait, là-dedans, 1650 € du mètre carré moyen, ça veut dire qu'il y a des immeubles à 1300, hein, qui sont posés au sol sans parking, et il y a des immeubles à 2000. Hein, et bizarrement, c'est les immeubles dont le coût de construction est à 2000, c'est certainement ceux qui seront valorisés le moins cher dans le bilan du promoteur, qui sont à l'arrière, sur lesquels on va mettre un peu aussi les programmations qui sont pas accession libre. Hein, et les produits entre guillemets les plus attractifs, c'est ceux qui coûtent le moins cher à construire. Donc il y a cette espèce de péréquation organisée qui est intéressante. Et quand vous voyez les prix, vous voyez qu'effectivement la forme urbaine, donc 1650 c'est leur prix moyen. Donc là avec une charge foncière à 300, on sort à 3006. Quand on est mais il y a certains produits qui pourraient donc sortir à 4000 si on n'avait pas mutualisé. Hein, et puis l'intermédiaire, donc ça nous permet avec charge foncière équivalente d'être à 3030 en prix de sortie et la maison de ville à 3000. Donc on peut étager comme ça et ça permet tout de suite, grâce à la diversité des formes urbaines, on a la diversité des gammes de prix mécaniquement. Hein, donc pour nous c'est très vertueux. Plus en fait on a de mixité de formes urbaines dans les programmes, plus en fait on peut avoir une offre diverse. Et vous voyez, en fonction qu'on aide ou qu'on n'aide pas, en fait dans un projet urbain, on peut, dans le même projet, on peut avoir des prix à 2007, hein, jusqu'à des prix à plus de 3006. Et tout ça peut cohabiter parfaitement et tout ça peut s'expliquer parfaitement aux différents occupants. Personne ne va regarder le prix au mètre carré du voisin. Les gens achètent des prix unitaires, les gens n'achètent pas des prix au mètre carré. Un deuxième projet qui n'est pas du tout dans l'esprit d'une pièce urbaine comme on a cherché à Rennes, face à la nature, c'est le projet sur lequel on travaille avec Jacqueline Hosty et la Samoa sur l'île de Nantes. Où là, alors on a écrit fabriquer un tissu composite, c'était pas la feuille de route qu'on nous a donnée, c'est la feuille de route qu'on s'est donnée. Donc le site. Alors notre épisode à nous, à Jacqueline et à nous, c'est la construction du quartier dit République qui se situe sur les anciennes voies ferrées et le mine qui a déménagé. Donc contrairement à l'époque chez Métoff qui est venu travailler en interstice dans la ville faubourienne existante, nous c'est un peu la table rase, la pampa. Et donc, comment on fait de la ville patiente sur ce grand sol nu, ça a été évidemment notre première question. Et comme le disait Alexandre Chemetov hier, on a commencé par évidemment observer et admirer les singularités de l'île de Nantes. J'aime beaucoup cette photo qui symbolise, qui représente pour moi l'île de Nantes et toute son hétérogénéité, sa complexité.
On voit que ce n'est pas forcément l'exceptionnel qui fait la ville pas chiante, ça peut être la ville, le quotidien et même l'architecture qui peut paraître banale. Elle est diverse, elle est hétérogène, elle est stratifiée dans l'histoire. Il y a du neuf, il y a de l'ancien, on a gardé de l'ancien. Il y a du grand, il y a du petit, il y a des échelles variées, il y a de l'espacement juste, de la marche, du vélo qui marchent un peu ensemble. Là, on voit une voie partagée avec une voiture, des vélos, des piétons. Et puis, donc on a fait quelques photos, on a regardé ce qu'était que ce tissu de l'île de Nantes et cette histoire urbaine de l'île de Nantes, du petit, du grand. Jacqueline en parlait hier. C'est vrai que c'est presque déjanté parfois, le tissu urbain sur l'île de Nantes. Il y a des petites maisons et puis tout d'un coup, un gros immeuble. On n'a pas peur des contrastes, ni en échelle, ni en matériaux. Et pourtant, tout ça voisine très bien parce que le sol, dessiné par Alexandre, et cette petite trame de pavés 10-10, fait une forme d'homogénéité. Donc c'est vrai pour les logements, c'est vrai pour les bureaux. Il y a cette question de la dent creuse qui nous a beaucoup questionné, c'est-à-dire que la ville qui stratifie, c'est la dent creuse, c'est-à-dire que tout d'un coup, un bâtiment qui vieillit, n'est plus adapté, est racheté, fait l'objet d'une petite opération singulière. Donc on en voit une ici en bois, un petit bâtiment de bureau qui s'est installé sur une emprise au sol de 200 mètres carrés, où on aura bientôt nos bureaux, n'est-ce pas? Et donc, comment nous, on peut fabriquer cette hétérogénéité et en même temps cette simplicité? On s'est posé la question. Et puis dans les espaces publics aussi, c'est très important. Le quotidien et le métropolitain qui voisinent sur l'île de Nantes, c'est de temps en temps des toutes petites venelles et puis de temps en temps des grands espaces et des grands parcs. C'est ça l'ADN de l'île de Nantes. Alors je cherchais un mot de Johanna Roland, je suis retombée sur ce qu'elle disait pour l'équipe précédente, et il se trouve qu'en fait ça n'a pas changé. Notre cap, c'est l'alliance des grands projets stratégiques et des projets du quotidien qui font la qualité de ville. Donc la situation politique actuelle sur l'île de Nantes, c'est évidemment produire beaucoup de logements, parce que notre donnée, l'aménageur nous a donné de construire 35 000, enfin de les accompagner à construire 35 000 mètres carrés par an, ce qui est énorme, et en même temps trouver dans tout ça de la ville nature et de la ville du quotidien. En termes de programme, le quartier République, donc, il se situe au cœur de l'île, entre le futur CHU et le quartier de la création. C'est 17 hectares, 1700 logements, 15 000 mètres carrés à l'hectare, donc là une densité beaucoup plus forte que le tissu faubourien existant. La caractéristique aussi, c'est la mixité absolue du tissu demandé. Donc notre ingrédient, c'est la moitié de logements et la moitié d'activités. Donc ça, c'est pour une ville pas chiante et pour une ville peut-être moins chère, tu vas nous le dire, c'est un élément très important. C'est une ville active en fait. Quand on a visité hier Mont, je crois, Sud, c'est une ville résidentielle. Nous, on a la chance sur l'île de Nantes de travailler sur un tissu de ville actif, ce qui est finalement assez rare dans la construction des villes, des morceaux de villes contemporains. Donc vous voyez l'implantation le secteur d'implantation du projet. On nous a fait rêver avec le parc pour le dialogue compétitif, la vue sur la Loire, etc. Et en fait, nous, notre site de projet, c'est le Grand Bourbier, comme dit souvent Jean-Luc Charles, c'est-à-dire entre le chantier du CHU et les quartiers existants, pas de vue sur la Loire, coincé derrière le gros CHU. Alors comment faire pour que ça soit pas trop chiant ? On a continué à observer de manière plus fine, et on a observé notamment la maille urbaine qui préexiste, qui s'est transformée au moment du travail d'Alexandre Chemetov sur l'île et qui continue à se transformer, donc avec cette stratification par le temps. Et ce qu'on a observé, c'est que en fait, la mitoyenneté, la notion de parcellaire était quand même importante dans la ville. On l'a plus, et de moins en moins, avec la question du stationnement qui fossilise le sol. Donc on s'est posé la question, comment on peut retrouver ces mitoyennetés, ces échelles plus fines de propriété qui, dans l'avenir, pourront évoluer. Il y a évidemment aussi ces singularités, donc ces notions de dent creuse. La ville se transforme et côtoie ici du contemporain et de l'ancien. Et puis, les notions d'intériorité, donc sur un grand îlot, comme on voit entouré ici, qui fait une taille de 120 par 120, on retrouve à l'intérieur des échelles de vie qui ne sont pas celles de la rue,
parce qu'en fait, une ville bordée de rues, on sait que c'est parfois un peu chiant quand c'est contemporain. Donc ces intériorités nous ont intéressés parce qu'elles offrent d'autres échelles de vie, d'autres échelles de voisinage et d'autres lieux de rencontre. Et c'est tout ça qui nous a inspirés. Alors on s'est donné quatre mots magiques, 4 formules magiques pour notre quartier et nos blocs, c'est-à-dire qu'on a défini sur la base de la trame du quartier de la création, on a défini un ensemble de blocs de 120 mètres par 120 mètres et pour chaque bloc, on s'est donné au moins 3 manières d'habiter, donc de la maison, de l'intermédiaire et du collectif, plus ou moins grand. La mixité habitat-travail à l'échelle de chacun des blocs, au moins 2 façons de travailler, c'est-à-dire du bureau, puisque en ville, il en faut évidemment, et sur l'île de Nantes, c'est demandé du bureau standard, en blanc ou pas en blanc, mais aussi de l'artisanat. C'est ce qui fait aussi vivre l'économie de la ville. Et puis, 2 opérations singulières par bloc. Alors, ces opérations singulières, c'est un petit stratagème qu'on a proposé à la Samoa. Je vais en parler tout de suite, comme ça, ça sera fait, je reviendrai. En observant les dents creuses et en observant aussi comment se fait la ville avec les promoteurs. Quand on met sur le marché un macro-lot de 200, 300 logements, on cherche toujours à simplifier la trame de parking, faire plomber évidemment les structures sur ces trames, n'avoir qu'une seule rampe de parking, simplifier aussi les typologies de bâtiments qui sont au-dessus de ce parking, etc. Et quand on est dans des situations de dents creuses, eh bien alors là, tout est possible. Le logement peut être non standard, non générique. Le stationnement, on se débrouille, on met des rampes, on met des ascenseurs à voiture, etc. Et donc on s'est dit comment on pourrait générer ce non-standard dans la ville contemporaine. Donc on a proposé à la Samoa, à l'échelle de chacun de nos blocs, de réserver 10% de la programmation, ce qui correspond à peine 2% en emprise au sol, à des opérations singulières, c'est-à-dire qui ne seraient pas mises, qui seraient retirées des lots des opérateurs, qui ne seraient pas mises sur le marché en même temps que les lots de la fabrique de la ville et de ce rythme de 35 000 m² par an, et qui seraient déterminées et programmées par la demande et non l'offre, c'est-à-dire un groupe d'habitants qui veulent faire de l'habitat participatif, un petit entrepreneur qui veut construire son petit bureau, etc., etc. Et alors on les a situés la plupart du temps aux angles, parce qu'évidemment c'est à ces endroits-là aussi que l'impact visuel sur les façades est plus important. Donc je reviens en arrière. Donc voilà nos petits... Pardon, ça ne marche pas. Nos petits blocs. Donc au sein de chaque bloc, on a une rue est-ouest qui passe et une rue nord-sud qui est une venelle piétonne qui, elle, est privée, donc aménagée par les opérateurs, mais qui détient une servitude de passage, qui dessine plus ou moins 4 îlots. Donc ces 4 îlots, ces 4 emprises ont des formes variables en fonction de ce qu'on y met. On a décidé d'implanter le parking sur un seul des 4 îlots, une seule des 4 opérations, afin de simplifier, tu diras économiser des coûts, mais nous on ne l'a pas fait pour ça à l'origine, simplifier le fonctionnement, retrouver surtout de la pleine terre dans les autres îlots, puisque le sujet environnemental c'est très important, donc pouvoir planter vraiment et pas juste de la gazonnette sur un pauvre parking. Et surtout sortir de chez soi, c'est-à-dire ne pas passer de son parking à son logement via l'ascenseur, mais sortir dans la rue, donc dans les ruelles et les venelles, rencontrer son voisin et faire que la ville s'active aussi par le passage, par le mouvement. Au sein de ce bloc, mixer les typologies, donc on en a parlé, du petit, du grand, pour le bureau, pour le logement. Nous, on a dessiné des choses qui vont être retravaillées avec les architectes, mais on s'est fait une sorte de boîte de Lego avec le bâtiment R+4 type et sa cage d'escalier, le logement superposé et ses accès, et la maison de ville, et le plot et l'émergence, etc. Et tout ça forme un assemblage complexe, divers au sein d'un même bloc. Tu voulais ajouter quelque chose là-dessus?
où tu diras après. Et puis, enfin, le fait de ne pas avoir le parking sous l'ensemble des îlots permet de travailler sur du parcellaire. C'est-à-dire que l'opération n'est pas la parcelle. On peut redécouper du parcellaire au sein d'une opération, d'une même opération. La mixité, donc on le voit ici, le bleu c'est le logement, le rouge c'est le bureau. Et puis l'allotissement, donc fait par la Samoa, qui avec nous joue le jeu du découpage opérationnel maximum. Donc on voit qu'à l'échelle d'un bloc qui pèse environ 200 à 200 logements en fonction 250 logements en fonction de la part d'activité, on peut avoir jusqu'à 6-8 opérations, ce qui est une complexité d'ingénierie et d'assemblage, mais ce qui, pour nous, est peut-être, on en reparlera dans quelques années, la garantie d'une ville complexe et pas chiante. Combien font les bureaux là, sur les îlots, la surface des... D'épaisseur ? Non, le nombre de mètres carrés à peu près de bureaux. Sur celui-là, je te dirais des bêtises. Ok. Moi, très rapidement, mets-moi le slide de tes îlots. Il y a une réaction, une première réaction sur la programmation mixte bureau-logement. J'y vois que des avantages quand on peut le faire, hein, plutôt que de faire des îlots différents, faire des îlots mélangés. La première chose, c'est qu'on peut mutualiser beaucoup plus un certain nombre de coûts. Évidemment, le stationnement, vous l'avez compris, on a un stationnement qui est sous les bureaux, et donc on peut amodier, foisonner, en fait, on peut proposer des solutions, on ouvre le champ on donne aux habitants le choix de la manière dont ils vont avoir le rapport au stationnement. Si j'ai pas de voiture, je ne supporte pas le coût du stationnement dans le prix de mon logement. Ça commence par là. Il y a plein de gens qui n'ont pas de voiture. Aujourd'hui, dans les programmes immobiliers, ils payent une quote-part des parkings qui sont développés en dessous. Hein. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point, je choisis d'acheter ma place, je choisis de la louer. Je peux mettre en place des solutions d'autopartage. Quand on met dans les copropriétés, on a beaucoup de mal à faire vivre l'autopartage. À partir du moment où on est dans un îlot mixte, l'autopartage, en fait, il est supporté, on va dire, moitié par les habitants, moitié par les actifs. C'est beaucoup plus intéressant. Il y a quand on parle des valeurs d'usage, une conciergerie. Hein, donc nous, on travaille beaucoup avec les opérateurs, aménageurs, vous et les promoteurs. Il nous faut des conciergeries de quartier. Et on nous balance ça dans des immeubles 100% résidentiels. 600 logements. Donc il faut 600 logements pour amortir éventuellement une conciergerie de quartier. Donc là, on est à 200 logements. Jamais on l'amortit. Ou alors sur plusieurs îlots. À partir du moment où on a une mixité, c'est beaucoup plus facile. La conciergerie, elle vit autant des actifs que des habitants. Le modèle des conciergeries, c'est d'abord développé pour les actifs et après, elle est venue sur les quartiers. Donc tout ça, c'est vraiment important. Cette mixité offre plein de choses. Je pense que ça offre aussi des possibilités. Je suis moins spécialiste sur la gestion énergétique entre le bureau et le... Alain le dira sur le microgrid, mais effectivement, ouais. Il y a un travail de microgrid pour... travailler sur les productions et consommation d'énergie à l'échelle du quartier. Donc, plein d'avantages. Dans la programmation, vous l'avez vu, donc du coup, on peut faire des allotements à la taille des opérateurs. Hein, si on veut, on peut faire un macro-lot. C'est possible. C'est possible. Hein, mais on peut aussi travailler avec des maîtres d'ouvrage séparés. Hein, et on peut gérer différentes manières de diversité. Et surtout, avec sa taille de 200 logements et la diversité des formes urbaines qui sont l'îlot, on peut, pour chaque îlot, travailler sur la diversité de l'offre résidentielle. Ici, vous voyez, vous avez une grille typologique où on se dit, bah, tiens, il est possible et c'est souhaitable, du point de vue des budgets des ménages, mais aussi de leur mode de consommation, du mode d'habiter. Hein, c'est intéressant et c'est possible d'avoir une offre tous les 6 mètres carrés de logement et une offre tous les 15 000 euros de budget. Hein, ou tous les 50 balles de loyer. Donc ça, c'est très important. Quand vous êtes dans une production un peu standardisée, c'est quasiment impossible de déployer l'intégralité de l'échelle résidentielle. Quand effectivement on a une mixité de formes urbaines, on peut beaucoup plus facilement proposer l'intégralité et adresser tout le monde. Ça, c'est très important. Et moi, je dis souvent que finalement, la diversité de l'offre typologique, et non pas une standardisation par le cahier des charges ou par le mode de concevoir avec le promoteur le projet. Les deux standardisent bizarrement. Donc cette diversité programmatique, c'est la garantie de la mixité sociale et c'est la garantie de la durabilité, de la réversibilité du projet dans le temps.
Donc voilà, on a fait une représentation d'un des blocs avec ici quatre îlots et des bâtiments, des îlots plus ou moins ouverts et des bâtiments. Donc on a une dizaine de blocs à l'échelle du quartier République. Le premier se lance là, les autres à la suite, et on espère... Donc on va travailler par bloc à une forme de cohérence architecturale malgré cette diversité typologique afin de ne pas avoir une ZAC rouge, vert, bleu, mais trouver au moins dans les matériaux une sobriété et une écriture sinon commune au moins cohérente. Et tout en et tentant de trouver des espacements différents. Donc on voit le parc de la Prairie au Duc au nord dont a parlé Jacqueline hier, et puis ces toutes petites venelles d'intériorité de blocs qui sont à l'échelle des voisins. Je crois qu'on a fini. Donc ça nous réserve un temps d'échange avec vous. On a commencé en retard, ouais. On a 5 minutes. Donc si les éléments qu'on vous a présentés vous interrogent, si vous voulez contextualiser par rapport à des choses que vous regardez vous-même, ça serait intéressant qu'on en parle. Ah, là, ici. Monsieur, faites passer. Merci. Merci beaucoup. Très belle présentation. J'avais une question sur la fin, sur cette magnifique idée de parking mutualisé foisonné, qui est une très bonne idée, mais qui pose la question comment vous l'avez géré, enfin qui le gère, à qui il appartient, est-ce qu'il est public, est-ce qu'il est privé, et comment on ne crée pas à l'échelle de ce quartier-là une usine à gaz en termes de gestion, et comment ça survit dans le temps. Alors la question de la mutualisation, vous avez parlé de l'énergie. Quand on produit de l'énergie à l'échelle du quartier, pour chacun des bâtiments ou chacune des copropriétés, comment tout ça survit dans le temps aux aléas des envies ou des différentes copropriétés. Et puis sur la question du parking, dernière question, comment les acquéreurs ou les locataires vivent le fait de ne pas avoir le stationnement au pied de chez eux. Donc je vais laisser Alain Bertrand de la Samoa répondre sur la question de la gestion du parking. Juste pour préciser, on est à l'échelle d'un bloc, donc c'est pas tout le quartier qui est sur un même parking mutualisé, c'est des micro-quartiers. Johanna Roland s'est approprié l'idée en parlant de hameau urbain, ce qui est un petit peu une interprétation. Donc on est à l'échelle de 150 à 200 logements. Et pour les habitants, les Nantais sont très vertueux et très en avance sur cette question du parking, ça il faut le dire. Donc on a beaucoup de chance de travailler sur l'île de Nantes parce qu'on a à la fois des politiques, à la fois des aménageurs et des promoteurs qui ont envie de construire et qui sont prêts à trouver des solutions pour des villes plus transformables et résilientes. Sur le parking, Alain. Alors, déjà, de préciser une chose, c'est que c'est vrai que le fait de mettre sur un seul lot de ce qui aurait été autrement un macro-lot d'à peu près 30 000 m², c'est vrai que vous l'avez proposé pour la question de la ville évolutive, et ça, Claire Charter l'a très très bien précisé. En fait, c'était pratiquement une obligation. Donc, on se retrouve, nous, aménageurs, dans une obligation d'aller vers cette solution-là. Pourquoi? Parce qu'on a un nouveau plume, et le nouveau plume, alors je ne vais pas rentrer trop dans le détail, détermine un coefficient de biodiversité qui a pour objectif de proposer de plus en plus de pleine terre, et quand on n'arrive pas à le faire avec des situations coercitives qui amènent naturellement à concentrer le parking. Juste pour dire que ce qu'on fait, c'est dans le sens de l'histoire, et on défriche peut-être un peu, mais en tout cas, on est convaincu que tout le monde, et en tout cas les opérateurs locaux, nous accompagnent parce qu'ils savent que ce n'est pas une lubie sur un projet, mais c'est quelque chose qui va s'imposer
sur toutes les opérations un peu importantes qui vont se faire, à Nantes. Donc, on défriche là-dessus. C'est pour ça que dans le premier bloc, on a pris le soin de lancer une consultation un peu en avance pour effectivement que le parking commun soit prêt, qu'il n'y ait pas de décalage dans le temps. On a pris le soin aussi de désigner un opérateur constructeur. En l'occurrence, c'est Link City et Bouygues. Alors, on a commencé par eux parce qu'avec eux, on avait la certitude que non seulement ça serait fait dans les temps, mais aussi qu'ils savent faire du parking sur un lot mixte bureau-logement. Et après, c'est une écriture notariale. On a eu plein d'ateliers là qui ont montré qu'effectivement, tout le monde bougeait sur ces questions-là, et nous avec, et les notaires aussi, puisqu'on trouve des montages qui permettent effectivement de rendre concret ce partage. Je vous donne juste un exemple dont on a parlé, il y a des représentants de l'USH ici, je crois, sur la question, c'est que par exemple, on a buté sur un petit problème technique, c'est que quand vous faites du logement social, eh ben, la loi vous oblige à ce que les parkings soient en pleine propriété. Et donc là, avec les bailleurs sociaux, on s'est dit, mais comment on va... Bon voilà, donc ça, c'est ce que je veux dire par là, c'est que c'est en train de bouger, y compris législativement, puisque ce point est en train d'être traité à l'échelle législative, et donc tout concourt, et on est un peu dans l'obligation d'y aller. Alors après, pour dire comment font les locataires, là, on essuie les plâtres. Hein. Les locataires, ils ne sont pas encore là, ils seront là en 2021-22, et donc voilà, on défriche, on a trouvé des solutions. Elles ne sont pas les mêmes d'ailleurs, puisque les solutions sont proposées par les opérateurs, hein. Et donc je ne vais peut-être pas rentrer dans des débats trop techniques des différentes écoles, et tout ce que je peux vous dire, c'est qu'on avait déjà expérimenté un peu cette question de la mutualisation via des parties communes qu'on a abandonnées parce que ça ne fonctionnait pas, et on est arrivé à un stade où les situations d'acquisition ne sont pas les mêmes pour les bureaux et les logements, et on travaille surtout sur une question de partage en volume qui était une idée qui n'était pas complètement acquise d'un point de vue à la fois notarial et des opérateurs dans les différentes expériences sur lesquelles on s'est appuyé pour avancer. Juste à noter que les besoins réglementaires en parking à Nantes sont faibles dans cette situation métropolitaine centrale, et que donc le parking qui est prévu correspond aux besoins réglementaires pour tous les logements et pour tous les bureaux. Sachant que les bureaux, il n'y a pas de règles. Voilà. Donc, on est dans un projet qui est très centre-ville. Hein, voilà, centre-ville, donc c'est des minima, donc c'est des petits parkings où chacun a sa place. La mutualisation, c'est l'histoire qui le dira. Et contextuellement, le CHU va amener 2 lignes de tramway. Après, si je peux être un peu provocateur, les aménagements neufs, c'est jamais que 5% des solutions qui sont proposées en termes de logement pour les personnes qui habitent la ville. Hein, et donc, dans 95% des cas, dans la ville existante, les solutions parking, elles ne sont pas sous les immeubles. Donc, j'habite les pentes de la Croix-Rousse, il y a des petits silos de parking de quelques dizaines qui sont gérés par voilà, c'est pas des centres de coûts, c'est des centres de profit, et on va tous se garer là-bas, pour ceux qui ont des voitures. Et ça pose aucun problème. Mais par rapport à cette question-là, je voulais aussi rajouter que la promotion a énormément évolué sur ce sujet-là. On avait un jury de consultation récemment, et dans le cahier des charges d'une opération, je dis un chiffre au hasard, on demandait 100 places. Il y a encore 2 ans, le promoteur privé nous disait à ce prix, avec 100 places, on ne vendra jamais notre programme, il nous en faut 150. Et là, on était très surpris, ils nous ont dit, ah ben non, on vous propose une offre packagée transport avec de la voiture électrique partagée, 80 places, ça nous suffit. Donc c'est juste c'est une anecdote, mais ça montre quand même l'évolution absolument énorme de l'ensemble de la profession sur ces questions-là. On prend une dernière question ? Oui, bonjour, merci. Une petite remarque et une question sur Rennes. Donc moi, c'est mon point de vue d'aménageur privé. Quand je vends à 4000, pour arriver à la question du foncier, quand mes promoteurs ils vendent à 4000, moi je leur demande 500 € de charge foncière. Lorsqu'on est sur un terrain privé, que c'est la course à l'échalote. Donc, juste pour faire le calcul, j'ai vu que vous étiez à 350. Donc là, il y a clairement un effort de la collectivité. L'opération fait 10 000 m². Le coût de la qualité
Le coût de la... Pardon. Je disais, lorsque nous, en tant qu'aménageurs privés, on travaille avec nos promoteurs, lorsqu'ils vendent à 4 000, on leur demande environ 500 € de charges foncières. Là, vous étiez à 350. Donc, simplement pour faire le calcul, la qualité de ce qui est dessiné ici, le calcul est très simple, c'est 150 € de charges foncières qu'on va répercuter sur 10 000 m², c'est 1,5 million. Donc, lorsque la collectivité est capable de le faire, c'est formidable. Mais dans le cas où on est sur un foncier privé ou lorsque c'est le compte à rebours classique, enfin, je veux dire, tout ce que je veux dire, c'est qu'on peut quantifier la qualité finalement et voir quel coût est là. Pardon, excusez-moi. C'est pour ça que nous, on renie pas l'équation économique. C'est applicable. Voilà. Mais donc du coup, quand on n'a pas les leviers de la collectivité, il faut donc sortir du modèle classique, BRS ou autre chose, qui permet entre guillemets d'aller chercher, de sortir du bilan du promoteur et de l'aménageur une partie du coût, hein, et de le porter sur le long terme. Il y a plusieurs solutions. On en a parlé dans d'autres ateliers. Et une petite question, c'est un sujet passionnant. Donc, vu qu'on est au Club Ville Aménagement, quand est-ce qu'une publication sur ce sujet pourrait être envisagée? Enfin, je pense que c'est un travail qui est vraiment passionnant. Claire, tu n'as pas de site web, il faudrait déjà montrer ce que tu fais, et puis ça pourrait être une manière de répandre les bonnes pratiques. Voilà, merci. C'est l'humilité. C'est peut-être un excès de modestie, je ne sais pas. Ok. On vous remercie, il faut qu'on laisse la place à la ville numérique.